Ma femme a exigé que nous ouvrions notre mariage pendant que j'étais en mission, disant qu'elle ne pouvait pas contrôler ses pulsions durant mon absence. J'ai alors coupé son accès à mon salaire de 120 000 $ et j'ai engagé une procédure de divorce. Moi, homme de 37 ans, je suis marié à Sharon, une femme de 39 ans, depuis 6 ans. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Je suis officier logistique dans les marines, déployé entre 6 et 7 mois chaque année. C'est exigeant, mais nous savions tous les deux dans quoi nous nous engagions en nous mariant. Mon métier est bien rémunéré. Je gagne environ 120 000 $ par an, en comptant les primes de mission et les avantages militaires, ce qui nous permet de vivre dans un confort appréciable. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs lors d'un barbecue en 2014. À l'époque, j'étais déjà militaire et elle enseignait à l'école primaire, avec un salaire avoisinant 45 000 $ par an. Elle se démarquait des femmes que j'avais fréquentées auparavant. Elle comprenait les exigences de la vie militaire, son père ayant lui-même servi plus de 25 ans. Indépendante, engagée dans sa carrière, elle ne cherchait pas un mari militaire pour les avantages, contrairement à d'autres. Après 4 ans de relation, nous nous sommes unis lors d'une belle cérémonie entourée de nos proches. Son père, vétéran, était fier d'accueillir un autre militaire dans la famille. Les premières années furent harmonieuses. Elle soutenait ma carrière, se disait fière de mon engagement, et nous valorisions chaque instant partagé quand j'étais de retour. Pendant mes absences, elle restait active, entre son travail, son club de lecture, et notre cercle d'amis composé en grande partie d'autres épouses de militaires, compréhensifs face à sa situation. Nous avions mis en place un équilibre qui fonctionnait. Appels vidéo hebdomadaires, colis de réconfort, et lorsqu'elle le pouvait, elle venait me rejoindre à certains ports. Je lui ai offert une maison confortable de 4 chambres, bien située près de son école. Je lui changeais de voiture tous les quelques années et veillais à ce qu'elle ne manque de rien. Elle répétait souvent que les déploiements ne la dérangeaient pas, car le temps que nous passions ensemble compensait tout. Elle se disait fière d'être une épouse de militaire. Nous avions évoqué la possibilité d'avoir des enfants, mais convenu d'attendre que j'obtienne un poste plus stable, afin qu'elle n'ait pas à les élever seule la moitié de l'année. La vie semblait stable. Puis tout a basculé. Cela a commencé il y a environ 6 mois, même si je ne l'ai compris que plus tard. Sharon a commencé à sortir davantage, entourée d'un nouveau groupe d'amis rencontrés dans son cours de yoga. La plupart étaient célibataires ou mères divorcées de son école. Elle postait des photos de leurs soirées dans des restaurants chics ou des clubs, des lieux que nous fréquentions autrefois ensemble. Je ne m'en suis pas préoccupé sur le moment. J'ai pensé qu'elle cherchait simplement à s'occuper pendant mes absences. Elle prêtait aussi plus d'attention à son apparence, achetait des vêtements onéreux, allait chez le coiffeur régulièrement. J'ai cru qu'elle se faisait plaisir avec l'argent que je gagnais. Elle s'est même inscrite à une salle de sport avec un coach personnel, disant vouloir se sentir bien dans sa peau. Avec le recul, tous ces changements étaient des signaux que j'ai négligés. Un soir, nous avions notre appel vidéo habituel. J'étais revenu à bord depuis environ 3 ou 4 semaines. Ces rendez-vous nous permettaient de rester connectés. Nous nous habillions correctement, dînions ensemble à distance, partagions une coupe de vin, chacun de notre côté. Ce soir-là, je lui racontais une anecdote amusante survenue à l'entraînement. Elle m'a alors interrompu et m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle voulait ouvrir notre mariage. J'ai cru mal entendre. Le vin est passé de travers et j'ai toussé. En relevant les yeux vers l'écran, j'espérais la voir sourire, mais son visage était fermé, grave. J'étais encore dans l'euphorie de notre échange, alors j'ai tenté de plaisanter, pensant à une blague. Je lui ai demandé où était la chute. Elle n'a pas esquissé un sourire. Elle s'est tendue et m'a lancé d'un ton agacé que ce n'était pas le moment de plaisanter. Là, j'ai compris. Elle était sérieuse. J'ai reposé mon verre et je lui ai demandé calmement ce qui se passait. Elle a alors déroulé son raisonnement, affirmant qu'elle y pensait depuis un moment et que cela représentait, selon elle, une solution saine pour notre couple. À ses yeux, malgré nos 6 années de mariage, elle vivait en réalité une existence de femme célibataire la plupart du temps. Elle disait que rester fidèle pendant 6 mois était inhumain, que ce cycle devenait insupportable. Elle avait supporté cela plus de 10 ans, si l'on compte nos années de relation. Elle affirmait ne plus se souvenir de ce que c'était d'avoir des relations quand elle en avait envie, que son désir était devenu frustration. Sa manière de réduire notre mariage à une simple frustration sexuelle m'a profondément esséuré. J'étais incapable de comprendre ce qu'elle me disait. Après 10 années passées ensemble, dont 6 en tant qu'époux, elle me livrait cela comme un fait établi. J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai dit que je comprenais que ce soit difficile pour elle, que j'appréciais tout ce qu'elle faisait pour maintenir notre équilibre,
mais que c'était la réalité de mon engagement. La distance fait partie de mon métier. Ce n'est pas un paramètre que je peux modifier. Nous avions déjà discuté des difficultés liées aux missions, au début de notre mariage. Nous avions même envisagé que je bascule vers un poste administratif, mais les opportunités ne se sont jamais concrétisées. Et, pour être honnête, j'aime ce que je fais. Sharon le savait et semblait l'accepter, du moins jusqu'à maintenant. Elle s'est mise en colère quand j'ai essayé d'aborder le sujet de manière rationnelle. J'ai proposé qu'on en reparle plus tard, une fois calmée, mais elle a insisté pour régler ça tout de suite. Elle est repartie dans un monologue sur sa solitude, sur le fait qu'elle passe ses anniversaires seule, qu'elle se rend à ses rendez-vous médicaux sans personne. Elle s'est mise à pleurer en évoquant tout cela. Je comprends que ce soit dur. Moi aussi je manque beaucoup de moments importants. Mais qu'est-ce que je suis censé faire de plus? C'est exactement ce à quoi elle s'était engagée en m'épousant. À l'époque, beaucoup de gens nous avaient suggéré d'avoir un enfant, pour qu'elle soit occupée pendant mes missions. Mais Sharon ne se sentait pas prête à être mère célibataire 6 mois par an, et j'étais d'accord. Ce n'était pas juste de lui imposer une telle charge. Alors nous avions décidé d'attendre que je sois affecté à un poste sédentaire avant d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je me demande si cette décision n'a pas aggravé sa solitude. Mais même ainsi, ouvrir notre mariage, c'est inacceptable. Je lui ai demandé si elle me quittait. Elle m'a répondu non, qu'elle m'aimait, qu'elle ne pourrait jamais me quitter, qu'elle voulait vieillir à mes côtés. Mais qu'elle allait avoir 40 ans, que dans quelques années elle serait ménopausée, qu'il lui restait si peu de temps pour profiter de sa sexualité. La moitié de ses meilleures années passaient à m'attendre. Elle ne voulait pas de ça. Elle voulait une vie épanouie, sans regret. Jamais dans notre relation elle n'avait parlé du sexe de cette façon. Notre complicité physique avait toujours été bonne quand j'étais à la maison. On utilisait des jouets, des appels vidéo, on faisait tout pour entretenir l'intimité à distance. Elle ne s'était jamais plainte. Je sentais que cette discussion prenait une tournure irréversible. Elle ne me demandait pas mon avis. Elle m'annonçait ce qu'elle allait faire. Alors je lui ai posé la question, même si j'appréhendais la réponse. Que veux-tu exactement? Elle m'a regardé droit dans les yeux, à travers l'écran, et m'a dit qu'elle voulait ouvrir notre mariage et rencontrer d'autres hommes. Elle avait des besoins, et ces besoins devaient être satisfaits. Elle allait le faire, que cela me plaise ou non. La femme que j'avais épousée, celle qui m'avait juré fidélité dans toutes les épreuves, était là, assise, en train de me dire qu'elle allait coucher avec d'autres hommes, et que je n'y pouvais rien. J'ai tenté de rester calme, même si j'avais envie de frapper dans quelque chose. Donc tu veux avoir des rapports avec d'autres hommes, tout en restant marié avec moi. Quand elle a acquiescé, je lui ai demandé en quoi cela allait l'aider à surmonter sa solitude. Est-ce que ces hommes allaient s'occuper d'elle quand elle serait malade, ou célébrer son anniversaire avec elle? Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas encore si ce serait purement physique ou si elle allait entamer des relations, mais peu importe, elle disait m'aimer, moi et uniquement moi. Les autres seraient juste là pour combler le vide pendant mon absence. Quand je serais de retour, elle serait entièrement à moi. Comme si j'étais censé accepter de partager ma femme la moitié de l'année. Hors de question. Je lui ai demandé combien de temps cela durerait, quelques années ou pour toujours. Elle n'avait pas encore décidé. Je lui ai demandé si elle m'avait déjà trompé. Elle a réagi vivement en disant que si elle avait voulu me tromper, elle ne serait pas en train de me parler de tout ça. Elle estimait que le fait d'être honnête sur son désir d'avoir d'autres partenaires était mieux que de mentir. Une logique bien tordue. Je lui ai demandé si j'avais encore mon mot à dire. Elle a dit que sa décision était prise. Que si elle ne le faisait pas, elle allait devenir folle. J'avais la tête qui bourdonnait. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle a simplement raccroché, sans même dire au revoir. Tu sais ce qui rend tout ça encore plus insensé. Je venais tout juste de quitter la maison, il y a 3 ou 4 semaines, après avoir passé 3 mois entiers avec elle. Tout semblait parfait pendant mon congé. On était parti à Hawaï pour une seconde lune de miel. J'avais fait les travaux dans la maison comme elle le voulait. On avait même parlé sérieusement d'essayer d'avoir un enfant l'année prochaine. Elle était affectueuse, tendre, toujours à parler de notre avenir. Le jour de mon départ, elle pleurait. Elle faisait des plans pour mon prochain retour. On avait commencé à mettre de l'argent de côté pour notre futur enfant. Je me renseignais sur des postes disponibles à la base locale pour être plus présent. C'est dire à quel point on était sérieux à l'idée de fonder une famille. Quand je lui ai demandé, le lendemain, pourquoi elle ne m'avait rien dit de tout ça pendant que j'étais là, elle a répondu qu'elle ne ressentait pas ce besoin d'autre homme quand j'étais présent.
Et là, tout s'est éclairé. Elle avait probablement rencontré quelqu'un dans sa nouvelle salle de sport, ou à travers ce cercle d'amis célibataires. Le timing était trop parfait. Juste avant mon départ, elle m'avait parlé de ce nouveau coach sportif, très motivant, qui lui prêtait une attention particulière. Je n'y avais pas prêté attention à ce moment-là. Mais maintenant, avec cette insistance soudaine, juste après mon départ, tout semblait calculé. Une partie de moi voulait croire que c'était vraiment la solitude. Mais je ne suis pas aussi naïf. Mon pote Mike a vécu quelque chose de similaire l'an dernier. Sa femme lui a demandé d'ouvrir leur mariage pendant sa mission, et il s'est avéré qu'elle voyait déjà quelqu'un. Ils sont divorcés aujourd'hui. J'ai de nouveau demandé à Sharon si c'était vraiment ce qu'elle voulait, si elle avait réfléchi à ce que ça ferait à notre couple, à tous nos projets d'avenir. Elle a répondu oui sans la moindre hésitation, comme si ces 3 mois à planifier notre vie ensemble n'avaient aucune valeur. J'ai décidé d'insister sur les détails, non pas parce que je comptais accepter, mais pour comprendre la logique tordue derrière tout ça. J'ai demandé comment ça fonctionnerait. Est-ce que moi aussi je pourrais voir d'autres femmes? Comment gérerait-on l'argent? Sa réponse a révélé l'égoïsme total de son idée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore pensé à tout ça, qu'elle voulait juste quelqu'un pour combler ses besoins pendant mes absences. Mais quand je serais à la maison, ce serait uniquement nous deux. Selon son plan brillant, je pourrais m'amuser un peu durant mes jours d'escale, mais je n'aurais pas besoin d'autres femmes quand je suis présent, puisqu'elles seraient là. D'après elle, on verrait comment les choses évoluent et on refermerait peut-être le mariage une fois qu'elle aurait fini d'explorer. J'en ai eu assez. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Moi, je voulais un mariage monogame. Mais puisque sa décision était prise, je ne comptais pas la retenir. Je lui ai juste dit qu'elle devait s'attendre à des conséquences. Elle a eu le culot de me demander ce que j'allais faire. Je lui ai répondu calmement. Premièrement, elle allait devoir gérer ses propres dépenses. Plus un sou ne serait versé sur notre compte commun. Deuxièmement, nous couperions toute communication. Je ne voulais plus ni appel, ni message pendant qu'elle serait occupée avec ses affaires. Troisièmement, je pourrais moi aussi voir d'autres femmes, sans qu'elle ait son mot à dire. Elle a éclaté de rire, comme si elle s'y attendait. Elle a dit qu'elle savait que je finirais par accepter, qu'elle était excitée à l'idée, que ce serait amusant. Puis elle a ajouté qu'elle savait que je n'irais jamais trop loin, comment pourrais-je quitter une beauté pareille, et elle a commencé à se déshabiller devant la caméra. J'ai mis fin à ce cirque immédiatement. Mes conditions prennent effet maintenant. Amuse-toi bien. Puis j'ai raccroché. C'était fini. Je me suis détaché émotionnellement. Elle a essayé de me recontacter, mais j'ai ignoré tous ses messages. Elle a commencé à publier des photos évidentes de rendez-vous romantiques et de vacances, sans montrer les hommes, mais franchement, une photo dans un jacuzzi avec des pétales de rose, des bougies et 2 verres de vin, ce n'est pas difficile à deviner. Sa sœur m'a écrit, me demandant si je savais ce que Sharon faisait. Je lui ai répondu franchement. Ta sœur a ouvert notre mariage sans mon accord parce qu'elle se sent seule entre les jambes. Sharon m'a inondé de messages ensuite, mais je m'en fichais complètement. Ma prochaine permission commence la semaine prochaine. Mon frère est déjà en train de chercher un appartement pour moi. Je lui ai raconté toute l'histoire, ainsi qu'à mes parents. J'ai aussi engagé un avocat pour entamer la procédure. Je ne me précipite pas. Je veux faire les choses proprement. Et j'ai bien l'intention de lui faire regretter ses choix. Je donnerai des nouvelles pendant ma permission ou après mon retour. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Mise à jour 1. Je dois clarifier une chose rapidement avant de raconter la suite. Les gens ont toujours tendance à compatir avec les épouses de militaires. La pauvre, elle vit seule alors qu'elle est mariée. Et ses besoins, et tout ça. Ensuite on me regarde comme si j'étais le salaud qui ne comprend pas sa situation. Oui, tout ce qu'on dit sur les difficultés de ce mode de vie est vrai. Mais personne ne l'a forcée à m'épouser. Elle vit dans notre maison de 4 chambres avec une piscine qu'elle n'aurait jamais pu se payer avec un salaire d'enseignante. Elle conduit une BMW neuve que je lui ai offerte à Noël dernier. Elle porte des sacs Louis Vuitton et une montre Cartier qui vaut plus qu'un mois entier de son salaire. Chaque été, on part en vacances en Europe ou dans les Caraïbes. Elle se fait coiffer dans des salons hors de prix, participe à des retraites de yoga, et n'a jamais à se soucier des factures. Mais curieusement, personne ne mentionne ses avantages quand il s'agit d'avoir pitié d'elle. Elle vivait comme une reine grâce à mon salaire, tout en se plaignant de sa solitude. Et laisse-moi te dire quelque chose. Rester fidèle n'est pas facile pour nous non plus. On voyage partout dans le monde, on fait escale dans différents ports, avec accès à presque tous les luxes possibles.
À chaque port, il y a des femmes magnifiques qui se jettent littéralement sur les hommes en uniforme. La plupart se fichent totalement que tu sois marié ou non. Mes collègues plaisantent souvent en disant que je pourrais avoir une copine dans chaque pays si je le voulais. Mais je suis toujours resté fidèle. Parce que c'est ça, pour moi, le sens du mariage. Certains d'entre nous font encore le choix de rester loyaux envers leurs femmes. Mais personne ne nous félicite pour ça. On part du principe que tous les militaires trompent leurs femmes. Et maintenant, voici ce qui s'est réellement passé pendant ma permission. Je ne suis pas retourné dans notre maison. Je ne supportais pas l'idée de dormir dans le même lit où elle avait probablement couché avec d'autres types. Mon frère m'avait trouvé un appartement de l'autre côté de la ville, dans une de ses nouvelles résidences de luxe. Les premiers jours, je suis resté chez lui, avec sa famille. Ma belle-sœur était furieuse en apprenant ce que Sharon avait fait. Elles étaient autrefois très proches. J'ai emmené ma nièce et mon neveu camper le temps d'un week-end, quelque chose que je leur avais promis depuis toujours. Les enfants n'arrêtaient pas de demander où était tante Sharon, et ça m'a brisé le cœur de devoir inventer des excuses. Ensuite, j'ai passé un peu de temps chez mes parents, dans notre ville natale. J'ai revu de vieux amis, et tous m'ont dit qu'ils n'avaient jamais fait confiance à Sharon. J'ai tout partagé sur les réseaux sociaux, non pas par mesquinerie, mais pour lui montrer que je n'étais pas là à me morfondre sans elle. Ma permission à terre inclut souvent des soirées militaires de prestige, des événements très chics dans des hôtels 5 étoiles que Sharon adorait. Ce genre de soirée n'est pas accessible à tout le monde. Ce sont surtout des officiers supérieurs, leurs épouses, des politiciens, des personnalités locales. Ces réceptions représentaient beaucoup pour son statut social. Elle adorait exhiber ses rebords de prix et se faire remarquer. J'ai veillé à publier beaucoup de photos, y compris avec des collègues féminines bien plus accomplies qu'elle, des médecins, des avocates, des entrepreneuses. Quand les gens me demandaient où était Sharon, je leur disais simplement la vérité. Elle voulait un mariage ouvert pour s'amuser pendant que j'étais en mission. La nouvelle a vite circulé dans notre cercle, et soudain, toutes ces femmes de militaires qui la flattaient sans arrêt ont commencé à la retirer de leurs contacts. Au début, quand elle a vu mes photos de famille en ligne, elle m'a juste envoyé un message pour demander où je logeais et pourquoi je n'étais pas à la maison. Puis elle est passée à autre chose, du style je vais te laisser de l'espace, je t'attendrai, comme si elle me faisait une faveur. Mais quand elle a vu les photos des soirées, elle a pété les plombs. Elle a commencé à m'écrire en disant que je l'avais abandonnée, en me reprochant de ne pas respecter notre accord de faire comme si tout allait bien quand je suis à la maison. Puis sont arrivés les textos ivres à 2 heures du matin, où elle disait à quel point notre vie lui manquait, que tous ces autres hommes ne comptaient pas. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Après des mois de silence, j'ai fini par lui répondre. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Tu as fait ce que tu voulais, maintenant je fais ce que je veux. Elle m'a renvoyé une connerie sur le fait qu'elle m'attendrait jusqu'à ce que j'ai fini ma crise, comme si j'étais un gosse qui fait son intéressant. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait mettre notre mariage en pause pendant qu'elle s'amusait, puis appuyer sur play quand elle aurait fini d'explorer. 4 mois après le début de ma permission, elle m'a recontacté pour discuter des règles de notre mariage ouvert, comme si on allait se poser autour d'un café pour planifier à quel moment elle aurait le droit de tromper. J'ai mis fin à ça immédiatement. Fais ce que tu veux. Je ne joue pas à ce jeu-là. Mon avocat m'avait conseillé de conserver tous ces messages, ils seraient utiles pour la procédure de divorce. Puis elle m'a vu vivre ma meilleure vie, et soudain, elle a commencé à m'envoyer des mails disant qu'elle voulait revenir à la normale, qu'elle en avait fini avec tout ça. Comme si elle pouvait tout réparer d'un claquement de doigts. Elle a écrit un long message expliquant qu'elle avait fait une erreur, qu'aucun de ces autres hommes ne lui faisait ressentir ce qu'elle ressentait avec moi, qu'elle se rendait compte de ce qu'elle était en train de perdre, qu'elle était prête à tout pour sauver notre mariage. Je lui ai juste répondu à « C'est tout ». Et j'ai continué ce que j'étais en train de faire. Ma mère, qui n'a plus adressé la parole à Sharon depuis que tout ça est arrivé, l'a dit parfaitement. Elle ne s'attendait pas à ce que tu choisisses ta dignité plutôt qu'elle. Puis un jour, elle s'est pointée chez moi sans prévenir. Je n'ai aucune foutue idée de qui lui a dit où j'habitais. J'avais seulement donné l'adresse à ma famille proche et à quelques amis de confiance. Quelqu'un a dû balancer, mais honnêtement, à ce stade, je n'ai même plus envie de savoir qui. J'étais en train de me préparer pour une séance de sport quand j'ai entendu frapper. Elle avait l'air totalement différente de la dernière fois que je l'avais vue. Elle avait maigri, s'était teint les cheveux en blond, portait une robe moulante qu'elle n'aurait jamais osé porter avant. Elle avait l'air nerveuse, debout là, à me demander pourquoi je ne restais pas dans notre maison. Je lui ai dit franchement que je n'avais aucune intention de vivre avec quelqu'un qui ne respectait pas notre mariage. Elle n'a pas du tout apprécié cette réponse.
Je croyais qu'on pourrait régler ça, m'a-t-elle dit, comme si on était en train de discuter d'un désaccord mineur sur la couleur de la cuisine. Je l'ai simplement regardé et je lui ai dit, tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. C'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à pleurer, en me racontant que tout notre cercle social lui tournait le dos, que les épouses de mes amis ne lui parlaient plus. Ces mêmes femmes qui étaient autrefois ses amies les plus proches, avec qui elle faisait du shopping, passait des journées au spa, organisait des dîners. Maintenant, elle ne voulait plus entendre parler d'elle. Toutes ces soirées huppées qu'elle adorait, plus personne ne l'y invitait. Apparemment, être connue comme la femme qui a ouvert son mariage pendant que son mari était en mission, ce n'est pas idéal pour ta réputation. Alors, qu'est-ce que tu veux, m'a-t-elle demandé entre deux sanglots. J'ai juste répondu, tu le sauras bien assez tôt. Elle a blêmi, m'a regardé paniqué et a demandé, tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Tu l'aimes? Tu couches avec elle? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était elle qui voulait voir d'autres personnes, mais maintenant, l'idée que moi aussi je puisse être avec quelqu'un d'autre la rendait jalouse. Elle n'arrêtait pas de me supplier de lui répondre, mais j'en avais assez. J'ai crié, sors. Elle est partie en me lançant que je regretterais de trahir sa confiance. Quelle putain d'ironie. Mon avocat avait déjà les papiers du divorce prêts. Je comptais lui faire remettre dès que je serais reparti en mer, pour qu'elle ne puisse pas revenir pleurnicher à mon appartement. Elle voulait tout ouvrir, très bien. Moi, j'allais ouvrir la procédure de divorce. Le jour de mon départ, mon avocat lui a fait signifier les papiers. Elle m'a appelé, paniquée, hurlant que je l'avais trahi, que je l'avais brisé, comme si c'était elle la victime dans toute cette histoire. Ensuite, elle a appelé mon avocat, en lui disant qu'elle se battrait jusqu'au bout, qu'elle ne me laisserait pas partir. Comme si elle avait encore le moindre pouvoir là-dedans. Elle a aussi essayé de jouer les victimes auprès de mes parents, les appelant en larmes pour leur dire que je l'avais prise au dépourvu, qu'elle ne s'y attendait pas. Grosse erreur. Ils savaient déjà tout, et lui ont dit clairement ce qu'ils pensaient de son comportement. Ils ont bloqué son numéro juste après. Puis sa mère m'a appelé. Apparemment, Sharon avait raconté à tout le monde que nous avions pris ensemble la décision d'ouvrir notre mariage. Elle avait convaincu toute sa famille que c'était un choix mutuel. Sa mère m'a dit qu'ils avaient trouvé ça étrange, mais qu'ils respectaient notre décision. J'ai immédiatement mis fin à ce mensonge. Hors de question. J'avais déjà dit la vérité à sa sœur il y a des mois. Je n'ai jamais été d'accord avec cette idée répugnante. Sa mère s'est lancée dans un discours sur la santé mentale de Sharon, expliquant qu'elle souffrait du fait que tout le monde l'ait exclue. Toutes ces soirées élégantes qu'elle aimait tant, plus personne ne l'invitait. Les autres épouses d'officiers refusaient de lui adresser la parole. Sa mère s'attendait réellement à ce que je ressente de la pitié pour elle. Je lui ai dit, pourquoi mes amis continueraient-ils à l'inviter alors qu'elle n'est même plus ma femme? Est-ce qu'il y a la moindre chance que vous puissiez arranger les choses, m'a-t-elle demandé. J'ai ri, et j'ai répondu, absolument aucune. Je ne peux pas être le mari d'une femme qui a gardé les jambes ouvertes pour des touristes pendant une année entière. Qui sait ce qui est passé là-dedans? C'était brutal peut-être, mais je voulais qu'ils sachent exactement ce que je pensais du comportement de leur fille chérie. Sa mère m'a dit que Sharon n'était pas prête pour le divorce. Je lui ai répondu clairement, plus elle résistera, plus ce sera difficile pour elle. Moi, j'avance dans ma vie, qu'elle le veuille ou non. Alors, elle a tout intérêt à coopérer, pour son propre bien. Maintenant, mon téléphone explose de messages et de messages vocaux venant de Sharon. Elle supplie, implore, promet de changer, dit qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Je ne l'ai pas encore bloquée. C'est peut-être mesquin, mais je veux qu'elle voie clairement ce qu'elle a jeté. Je la bloquerai un jour, mais pour l'instant, je la laisse souffrir, tout comme moi quand elle m'a balancé son délire de mariage ouvert. Mise à jour 2. Voici la nouvelle actualisation. Je suis à nouveau en permission. La procédure de divorce est en cours, et Sharon fait tout pour résister, non pas parce qu'elle veut arranger quoi que ce soit, mais parce que son joli petit plan est en train de s'effondrer. Le fait est qu'elle est maintenant complètement fauchée. Ce monde brillant de liberté qu'elle désirait tant s'est révélé bien moins glamour qu'elle ne l'imaginait. Tous ces types avec qui elle sortait, ils voulaient juste passer du bon temps avec une femme mariée. Aucun n'est resté. Une fois que l'argent a disparu, ils se sont évaporés. Elle a littéralement fondu en larmes devant le magistrat, avouant que l'ouverture du mariage avait été une erreur. Et maintenant, elle veut tout remettre comme avant, comme si elle pouvait rembobiner l'année écoulée. Après que je lui ai coupé l'accès à notre compte commun, elle a brûlé toutes ses économies pour tenter de maintenir son train de vie. En moins d'un an, elle avait tout dilapidé.
Son salaire d'enseignante couvre à peine le loyer désormais, encore moins les vêtements de marque auxquels elle s'était habituée. C'est ça le problème quand on prend goût au luxe, on ne sait plus revenir en arrière. Quand elle a ouvert notre mariage et que j'ai retiré mon argent, elle pensait que ce serait temporaire. Elle croyait pouvoir vivre sur ses économies jusqu'à ce que je revienne à la raison et recommence à financer sa vie. C'était ça, son brillant plan. Jouer à la femme fidèle pendant mes permissions, puis se lâcher pendant mes déploiements. Ce plan lui a explosé au visage. À chaque audience, elle me supplie pour une seconde chance. Repartons de zéro, répète-t-elle. Facile à dire. Ce n'est pas elle qui a dû gérer l'humiliation et le traumatisme. Tu sais ce qui me touche le plus dans tout ça? Elle a délibérément choisi de m'imposer ce mariage ouvert juste au début de mon déploiement, s'offrant ainsi 6 mois entiers pour faire ce qu'elle voulait avant mon retour. Ces premiers mois en mer ont été un enfer. T'es coincé là-bas, entouré uniquement par l'océan, sans distraction, à fixer l'horizon et à te demander ce qui se passe à la maison. Parfois, les pensées sombres deviennent trop lourdes. Je n'arrive même pas à décrire à quel point c'était difficile de garder la tête froide. Bref, le divorce est presque finalisé. Il ne reste qu'une dernière audience. Le partage des biens est réglé et équitable, même si elle n'en est pas contente. Je vends la maison. Je ne peux pas supporter l'idée de garder un lieu où elle a détruit notre mariage. De toute façon, elle ne peut pas me racheter ma part, elle n'a pas les moyens de payer la moitié. Ça me va très bien. Je ne veux rien garder de cette vie-là. En réalité, j'adore ma nouvelle vie. Je me sens mieux que jamais. J'ai rencontré de nouvelles personnes, établi une routine stable, et je vis librement, comme je l'entends. Je ne suis pas amer face à ce qui s'est passé. En toute honnêteté, je suis reconnaissant de ne pas avoir laissé ces choix foutre en l'air mon avenir. Je ne cherche pas à sortir avec quelqu'un en ce moment, mais je suis ouvert à ce que la vie m'apportera. J'ai bloqué Sharon sur tous mes réseaux sociaux, mais elle continue de créer de nouveaux comptes pour m'espionner. Je les repère facilement, mais je la laisse regarder. Qu'elle voit bien ce qu'elle a perdu. Son compte Instagram était autrefois rempli de soirées chic, de vacances exotiques et de photos de plage. Maintenant, ce ne sont plus que des citations tristes sur les regrets et les secondes chances. C'est ce qui arrive quand on bousille quelque chose de précieux.